Depuis ma démission de mes fonctions de directeur financier d'EDF, j'ai refusé toute expression publique, toute expression médiatique. Tout simplement parce que, il me semble qu'en tant qu'ancien directeur financier, je suis tenu par un devoir de réserve. Il me semble également parce que ma décision suffisait en elle-même pour exprimer mon appréciation personnelle du risque d'un engagement irrévocable, rapide d'EDF dans la construction d'un nouveau projet de construction nucléaire. Et il m'a semblé qu'il était de mon devoir, dès lors que vous me le demandiez, de venir ici devant vous pour vous rendre des comptes. Le 21 octobre 2013, EDF, Areva, ses partenaires chinois, ainsi bien sûr surtout que le gouvernement britannique ont annoncé un accord global qui, bien évidemment, si un grand nombre de conditions très complexes étaient réunies, devait permettre de lancer la construction de nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni, le projet Hinkley Point. Ce projet Hinkley Point, annoncé le 21 octobre 2013, reposait sur 3 piliers essentiels. Le premier, bien évidemment, c'est un contrat de garantie de prix. Le deuxième pilier, tout aussi essentiel de ce projet annoncé en octobre 2013, c'est la garantie du gouvernement britannique, du Trésor britannique, sur la dette du projet. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une garantie de l'État britannique sur 65% à peu près du coût du projet. Le troisième pilier, tout aussi essentiel, c'est le tour de table. Dans le projet que nous avons annoncé en octobre 2013, EDF devait avoir entre 45 et 50%, Areva 10%, et le solde du capital devait être pris par les partenaires chinois, éventuellement par d'autres partenaires. Voilà les termes essentiels que nous avions annoncés en octobre 2013, et il était indispensable de les annoncer dans leur globalité pour que tout le monde comprenne bien dans quelles conditions nous étions capables de réaliser ce projet. Mais il se trouve que, courant 2014, tout a changé. Le gouvernement britannique nous a indiqué, en 2014, qu'il ne souhaitait pas prendre le risque tête de série, c'est-à-dire le risque EPR. À partir de ce moment-là, la garantie de financement n'était plus disponible, puisqu'une des conditions mises par le gouvernement britannique était que l'EPR de Flamanville 3 soit connecté au réseau. Ce qui a changé également, c'est que des engagements très significatifs en fonds propres ont été demandés par le gouvernement britannique à l'ensemble des partenaires du tour de table. Et enfin, ce qui a changé aussi, c'est qu'il apparaissait de plus en plus évident qu'Areva aurait des difficultés majeures pour faire face à son engagement de 10%. Vous voyez donc qu'en 2014, ce n'était plus le même projet que celui que nous avions annoncé en 2013. Déjà. Automne 2014, changement de président-directeur général d'EDF. Dès que M. Jean-Bernard Lévy arrive en fonction, évidemment, parmi ses grands enjeux majeurs, il trouve Hinkley Point. Et dès le mois de janvier, constatant que ce n'était plus le même projet que celui que nous avions annoncé en 2013, il me demande d'étudier un changement total de cap qui consiste à consolider sur le bilan, c'est-à-dire faire financer par le bilan d'EDF une très grande partie de ce projet. C'est là, dès le mois de janvier 2015, que je propose au président-directeur général d'EDF, M. Lévy, d'étudier une troisième voie. Troisième voie qui consisterait à négocier un délai de 3 ans avec notre client. Parce que je vois bien que ce n'est plus le même projet. Parce que je vois bien que le poids sur le bilan d'EDF sera beaucoup trop significatif. Qu'est-ce que 3 ans pour un projet qui prend 10 ans pour être construit, qui a 60 ans de durée de vie, et au risque de choquer certaines personnes ici, plus 20 ans d'extension possible, comme le font les Américains, c'est-à-dire un projet de 90 ans. L'entreprise a fait le choix de ne pas étudier ce scénario-là. J'ai donc, évidemment, cherché des solutions, parce que la question n'était pas « doit-on ou pas faire Hinkley Point ?» Ça n'a jamais d'ailleurs été la question que je me suis posée. C'est un projet stratégique pour l'entreprise. La question que je me suis posée donc en 2015, compte tenu de tous les événements que j'ai rappelés, c'est comment peut-on faire Hinkley Point? J'ai donc proposé 2
famille de solutions, puisque le report avait été exclu. Première famille de solutions, c'est de réduire la participation d'EDF dans le projet. Cette solution n'a pas été retenue. J'avais également proposé un schéma de financement qui me semblait gagnant-gagnant. Cela n'a pas été retenu. J'ai donc envisagé une troisième et ultime solution pour rendre ce projet faisable, qui était un renforcement significatif des fonds propres. Parce qu'il est bien là le problème. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi je cherchais toutes ces solutions, pourquoi j'imaginais, en tout cas j'essayais de trouver des voies et moyens pour rendre ce projet faisable, parce que sans cela, il n'était pas faisable. Pourquoi? Parce que certes, Hinkley Point ne représente que 15% des investissements d'EDF, certes. Mais ce n'est pas le seul projet dans lequel EDF, de cette nature, le seul projet de cette nature dans lequel EDF investit. Qu'est-ce que je veux dire par un projet de cette nature? Un projet de construction de centrales nucléaires nouvelles, projet d'EPR. C'est un projet qui prend 10 ans pour être construit. C'est un projet qui ne rapporte rien pendant la phase de construction. C'est un projet qui présente un risque de construction majeur, on le voit bien, tous les jours sur Flamanville. Sans parler d'Okiloto. C'est un engagement considérable. Et ce n'est pas le seul. Donc oui, c'est 15% des investissements. Mais quand on rajoute déjà tout ce qui a été investi dans ces projets, on arrive à un montant déjà fin 2015, qui est considérable, même pour EDF. Fin 2015, je vous donne un chiffre, ce qui est investi dans cette technologie EPR, inscrit à l'actif du bilan d'EDF, c'est 14 milliards d'euros. Qui parierait 70% de son patrimoine sur une technologie dont on ne sait toujours pas si elle fonctionne, alors que ça fait 10 ans qu'on essaie de la construire? C'est la raison pour laquelle je pensais que la dernière et ultime famille de solutions à étudier, c'était un renforcement significatif des fonds propres d'EDF pour rendre ce projet faisable. Simplement, c'était inenvisageable dans le calendrier souhaité par M. Lévy. En effet, depuis janvier 2016, il apparaissait de plus en plus évident que le président-directeur général, pour les raisons qu'il vous a expliquées, les raisons stratégiques de l'entreprise, souhaitait avancer le plus rapidement possible dans cette prise de décision. Mais moi, je ne peux pas considérer que je cautionne une décision qui pourrait amener un jour EDF à se trouver dans la situation d'Areva, enfin. Où il faut envisager une recapitalisation d'Areva lorsque l'entreprise est à quelques mois de la cessation de paiement ou du problème de liquidité. Le problème de liquidité dans une entreprise, c'est comme un avion qui part en vrille. Et il s'agit d'EDF. À vous, mesdames et messieurs les députés, je n'ai pas besoin de rappeler qu'EDF gère le plus grand parc nucléaire au monde. 58 réacteurs nucléaires en France. Pas besoin de rappeler qu'EDF gère ces formidables ouvrages hydrauliques qu'ont construits nos anciens et qui font notre fierté dans nos montagnes. Je n'ai pas besoin de rappeler à quel point EDF est clé pour le succès de la transition énergétique en France. Comment est-ce que je pourrais, moi, cautionner une décision qui, si ça va mal, bien sûr, si tout va bien, si tout se passe bien, tout ira bien, mais si ça va mal, amènerait EDF dans cette situation. J'ai donc, en mon âme et conscience, décidé de ne pas le faire. Il me semble également parce que ma décision suffisait en elle-même pour exprimer mon appréciation personnelle du risque d'un engagement irrévocable, rapide d'EDF dans la construction d'un nouveau projet de construction nucléaire. Et il m'a semblé qu'il était de mon devoir, dès lors que vous me le demandiez, de venir ici devant vous pour vous rendre des comptes et pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Pour vous expliquer pourquoi, en désespoir de cause, j'ai dû prendre cette décision. J'ai presque envie de dire, d'ailleurs, en désespoir tout court. Parce que moi, je n'avais pas envie de partir d'EDF.
EDF, qui est une entreprise que j'ai tant aimé défendre pendant 6 ans, sur tous les fronts. Et vous savez qu'ils sont nombreux. EDF, que j'ai été si fier de représenter partout dans le monde. EDF, je crois pouvoir le dire, qui est une entreprise qui m'avait adopté, moi, le financier. Mais voilà, le 1er mars, le mardi 1er mars 2016, j'ai présenté ma démission au président d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû me taire, y aller. J'aurais commis une faute professionnelle. Et j'aurais manqué de loyauté à cette entreprise qui m'a fait confiance. J'aurais dû rester et faire passer des notes, essayer de parler à des administrateurs, à des membres de cabinet, à l'actionnaire de contrôle. J'aurais commis une faute morale, parce que j'aurais manqué de loyauté au président directeur général d'EDF. J'ai estimé que je n'avais pas le choix, et j'ai juste essayé d'être à la hauteur de la responsabilité qui m'avait été confiée. Merci.